Bonjour à tous. Au fur et à mesure de vos connexions, merci de couper vos micros pour éviter d'interférer lors des présentations. Merci. On se donne une minute ou deux de plus pour que les gens aient le temps de se connecter. Allez, on y va. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Au fur et à mesure que vous connectez, merci de couper vos micros pour pas qu'il y ait d'interférences lors des présentations. Donc, merci à tous et bienvenue. Donc, merci tout d'abord à notre Recording in progress. Ouais, je vais couper les micros si on ne le fait pas. Donc, tout d'abord, merci à notre partenaire Vistacare de permettre que ce webinaire ait lieu et qu'on puisse vous parler de WEC Thérapie. Merci aux presque 130 participants en direct ou en replay que nous aurons. Et merci à nos trois intervenants, le docteur Philippe Léger, le docteur Hélène Paradis, tous deux membres du CA de Domsica, et à Émilie Duval qui vous fera la présentation du point de vue de l'infirmière. D'un point de vue technique, donc ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le regarder à nouveau en replay si vous ne pouvez pas assister à toute la diffusion en direct. Ensuite, pour nos adhérents, vous pourrez retrouver les présentations sur l'onglet adhérents sur notre site. Voilà, donc ça vous permettra de visiter à nouveau notre site. Vous avez un chat en bas pour poser vos questions quand vous claquez dans discuter. Donc, servez-vous-en pour poser toutes les questions que vous avez envie et on y répondra à la fin des interventions. Vous pourrez également prendre la parole à la fin des interventions. Voilà, donc merci à tous et bienvenue. Et pour ma part, je vous retrouverai à la fin des interventions pour vous donner une information majeure concernant l'association. Profitez bien et je donne la parole au docteur Philippe Léger. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Merci Philippe. Très bien. Donc, je vais vous parler du Vistacare et un petit peu surtout du changement de paradigme que ça implique dans la prise en charge des patients. Donc, la cicatrisation, pour moi, il y a trois gros volets. Il y a le volet du bilan étiologique, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi le patient a une plaie ou pourquoi ça ne cicatrise pas, quels sont les facteurs qui sont impliqués dans l'absence de cicatrisation. Le deuxième volet, ça va être le choix du pansement ou de ce qu'on va mettre sur le pansement. Sur la plaie, on va en reparler. Et le troisième volet, qui est en cours de développement, je dirais, en cours d'organisation, c'est le parcours du patient en fonction de sa pathologie et de la gravité de sa pathologie. En fait, le traitement local ou choix du pansement, quand je suis à ce stade, c'est que j'ai déjà réglé le problème des questions étiologiques. Je me pose 6 questions. Quel est le stade de la plaie, c'est-à-dire l'échelle colorielle, à partir de l'échelle colorielle? Quel est le degré d'exsudat? Quel est l'aspect de la peau périlésionnelle? Quel est l'aspect infecté ou non? Est-ce que la plaie est infectée ou non? Est-ce qu'il y a un pansement qui a été validé par des études cliniques par rapport à d'autres pansements dans cette situation?
Et la dernière question, est-ce qu'il y a une autre technologie qu'un pansement traditionnel qu'on pourrait utiliser dans cette situation? On a effectivement de nombreuses possibilités. On peut faire du caisson hyperbare, on peut faire des greffes, on peut faire de l'électrostimulation, on peut utiliser une TPN, on peut utiliser de l'oxygène local, on peut faire du PRP, on peut utiliser des pansements qu'on appelle intelligents, on peut utiliser une espèce de compression pneumatique intermittente au niveau de la jambe. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu quelle est la place et quel est le développement possible d'une nouvelle technologie qui s'appelle le VistaCare ou la WEC thérapie. La WEC thérapie, ça veut dire quoi? Ça veut dire je parle très bien anglais, Wound Environment Controlled Therapy. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un pansement sur la plaie, on va s'intéresser à contrôler l'environnement dans lequel vit la plaie. Donc, en fait, on va utiliser une hygrométrie optimale, une température optimale, un taux d'oxygène optimal, et on va voir qu'en fonction de l'hygrométrie, de la température qu'on choisit et du taux d'oxygène qu'on choisit, on va pouvoir utiliser cette technique aux différentes phases de la cicatrisation. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme. Au lieu d'utiliser, ça ne change pas le fait qu'on utilise toujours le fait qu'une plaie, ça cicatrise en milieu humide, mais la différence, c'est qu'au lieu de l'enfermer avec un pansement, eh bien, on va la mettre à l'air libre dans un caisson. Pourquoi? Parce que Merci. Pourquoi? Parce que en fait, l'homéostasie de la plaie varie en fonction de la phase dans laquelle est la plaie à ce moment-là. Donc, ça crée un déséquilibre qui peut bloquer, lorsqu'on a un déséquilibre, ça peut bloquer la cicatrisation. Donc, on a plusieurs éléments qu'on va essayer de contrôler, donc l'oxygène, la lumière, le pH, la température, l'hygrométrie. Et on s'aperçoit qu'en fonction des phases, bien, ce n'est pas le même degré qui est utilisé. Alors, la suivante, pourquoi ça ne passe pas? Merci de continuer de couper vos micros quand vous vous connectez. Merci. Donc, les facteurs extrinsèques qui vont influer la physiologie de la cicatrisation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une PO2 élevée? Donc, ce qu'on peut générer avec cette machine, ou inversement une PO2 basse, eh bien, lorsqu'on a une PO2 élevée, en physiologie, ça stimule la synthèse du collagène et ça accélère la migration des cellules épithéliales. Lorsqu'on a plutôt une PO2 basse, ça va stimuler la néo-angiogenèse. C'est un peu ce qui se passe quand vous avez une ischémie critique, par exemple. Le fait d'avoir des tissus qui sont en souffrance, ils vont, lorsque cela reste possible, essayer de développer des petits vaisseaux qu'on appelle les collatérales. Lorsqu'on a une température qui est entre 32 et 34, on provoque une vasodilatation vasculaire. Et plus c'est vasodilaté, plus ça veut dire que le diamètre du vaisseau est élevé, donc plus il y a de liquide, enfin de sang qui passe dans le vaisseau, donc plus ça apporte de nutrition. Lorsque la température, par contre, est basse, ça diminue la phase tardive de l'inflammation par diminution de synthèse du collagène et de fibroblastes, parce que là, ça fait l'inverse. On a moins de nutrition, donc de facteurs d'inflammation qui peuvent arriver aussi au niveau de la plaie. Lorsqu'on a une hygrométrie qui est élevée, ça favorise la pénétration de l'oxygène au niveau du tissu et donc l'épédimérisation. Lorsqu'on a un pH basique, ça diminue la migration cellulaire, la synthèse d'ADN et la croissance des fibroblastes. S'il est acide, ça retarde la croissance bactérienne et conserve les polynucléaires sur place. Donc, ça veut dire la défense immunitaire. La lumière, ça a des effets, il a été démontré de nombreux effets bénéfiques des UV et la lumière polarisée, et par contre, effets délétères des UVA et UVB. Donc, on va essayer de contrôler ça et lorsqu'on va essayer de reproduire les phases de la cicatrisation, c'est-à-dire la phase de détertion, de bourgeonnement et d'épidermisation. Donc, en fonction de ces phases, on va utiliser différents degrés d'hygrométrie, d'oxygène et de température pour permettre de favoriser la détertion ou le bourgeonnement ou l'épidermisation. Donc, par exemple,
vous connaissez ces 4 phases, le stade vasculaire et inflammatoire. Donc là, le but, c'est plutôt de débrider et d'accélérer le retrait de la fibrine. Le stade de bourgeonnement, le but, là, ça va plutôt être de former du tissu, d'accélérer la granulation. Le stade d'épithélialisation, ben là, ça va être d'accompagner l'épithélium qui commence à se mettre en place, ou alors une greffe qu'on a mis, et si on continue le Vistacare, qu'on a mis en place pour l'aider à prendre. Et puis après, ben, c'est le stade de remodelage, mais là, on n'a plus de machine. Donc, qu'est-ce que c'est le Vistacare? Ben, c'est cette machine. Cette machine, c'est donc le Vistacare One, parce que c'est le premier. Vous verrez qu'il y a des développements en réflexion. Ça va se passer dans une atmosphère stérile avec une régulation en temps réel des paramètres. C'est du soin continu et on a la possibilité de tout enregistrer à partir sur une clé USB. Donc, c'est un patient qui va utiliser cette espèce de boîte-là, qui est une enceinte dans laquelle on va mettre le membre inférieur. Cette enceinte s'utilise 15 jours, c'est en polypropylène. Il y a la possibilité vous le verrez sur des photos, de mettre des petites cales pour faire de la décharge, par exemple. Et on peut visualiser par la petite vitre la plaie, la jambe, et bien sûr, à l'intérieur, il n'y a pas de pansement et surtout pas de gras puisqu'il y a de l'oxygène. Donc, le patient ou la patiente est allongé. Par contre, et là, c'est une des difficultés, il faut rester allongé 16 heures par jour, entre 16 et 20 heures, la jambe dans le caisson, et on peut surveiller par le petit hublot la jambe et faire les réglages. Les réglages, il y en a plusieurs. Donc, il y a un réglage qui nous permet de faire de la détertion. Alors, ça s'appelle au plus fort A4+. Et ensuite, on peut faire un peu moins de détertion, c'est A3+, B+. Et ensuite, on va faire du bourgeonnement. Donc, petit à petit, on va passer de A2+, à B2+, A+, B3+, et ainsi de suite. Et ensuite, de l'épithélisation. Qu'est-ce qui se modifie? Eh bien, c'est en fait la quantité d'oxygène, la quantité d'humidité et la température qui sont modifiées lors de ces différentes phases. Et donc, tous les jours, on va évaluer la possibilité ou pas de modifier notre programme, en sachant que c'est quand même pas quelque chose qu'on modifie tous les jours. Souvent, il reste plusieurs jours sur le même programme. Donc, voilà la possibilité, l'installation du patient. Donc, vous voyez la jambe qui est posée sur quelque chose en mousse pour limiter la survenue d'escarres au niveau du talon. Mais on peut aussi mettre ça un petit peu plus haut pour que le talon, lorsqu'il y a une plaie du talon, on l'a souvent utilisé nous dans cette indication, faire la décharge. Donc, le soin, une fois qu'on sort le patient, c'est assez simple, c'est une douche avec du savon doux. Il y a souvent une petite peau blanchâtre qui est sur la plaie qui s'en va très facilement. Et puis, on peut continuer, bien sûr, la détertion mécanique classique sous anesthésie locale pour aider encore plus à favoriser le bourgeonnement. Donc, les gens peuvent se promener, et il faut d'ailleurs qu'ils se promènent 4 heures par jour, puisque cette thérapie peut durer plusieurs jours. Et donc, il est important de ne pas perdre de l'autonomie. Donc là, je vais vous montrer un cas d'un patient. Donc, c'est un patient de 70 ans, antécédent appendicectomie, les facteurs de risque diabétiques, dyslipidémie, hypertension, plaie du membre inférieur qui évolue depuis 1 mois et demi, apparition après une chute dans un escalier. La douleur est monstrueuse, 10 sur 10, 7 sur 10 sous traitement. Elle est permanente, qui s'aggrave la nuit. Elle est améliorée par la position jambe pendante. Le traitement actuel, c'est donc plusieurs traitements pour l'hypertension artérielle et pour son diabète, et une statine. Il est sous actiskénant, durogésique et doliprane. Donc, vous voyez qu'il a déjà un traitement antalgique assez puissant. Il a une CRP normale, une créate normale, une hémoglobine glyquée, par contre, qui n'est pas correcte, puisqu'il a 9%, alors que, c'est pas alors que, il faudrait qu'elle soit au moins en dessous de 7,5 dans ces situations de cicatrisation. Et il a une hémoglobine à 16,1 qui peut être un peu élevée. Il faudrait peut-être voir s'il n'a pas une polyglobulie. Donc, comme d'habitude dans ma pratique, devant une telle situation, je vais me poser 8 questions. Est-ce qu'il y a une artériopathie qui participe? Est-ce qu'il y a une hyperpression veineuse qui participe? Est-ce qu'il y a un problème d'appui? Est-ce qu'il y a un problème d'infection? Est-ce qu'il y a un problème de nutrition?
Est-ce qu'il y a des facteurs associés? Donc, dans son cas, il y a l'hypertension, le diabète, qui ne sont pas équilibrés. Est-ce qu'il y a un aspect atypique? Dans son cas, sur la photo, on voit quand même des bourgeons, une certaine nécrose périlésionnelle et une douleur qui est quand même assez démesurée. Et existe-t-il un problème social? Donc, ces questions, on va répondre avec des méthodes diagnostiques. Et voilà ce qu'on a trouvé. Donc, il a, au niveau de l'artériopathie, eh bien, on n'a pas trouvé d'artériopathie avec un IPSO normal et une échodoppler qui est strictement normale. Au niveau de l'hyperpression veineuse, on n'a pas trouvé, on a trouvé un œdème unilatéral car il met la jambe pendante. Et donc, ça favorise l'œdème. On n'a pas de problème d'appui, on n'a pas de problème d'infection. Il a perdu 3 kilos en un mois du fait de la douleur. Son diabète est mal équilibré, il a une hypertension qui, elle, est contrôlée. Et oui, on a un aspect qu'on va qualifier d'atypique sur cette photo. Donc, le traitement pour l'artériopathie, comme il n'y en a pas, on ne va pas mettre de traitement. La compression, on va essayer d'utiliser une compression pour traiter cet œdème. Compression qui sera inélastique du fait de la douleur qu'elle peut provoquer ou qu'elle aggrave. Nutrition, on va consulter la consultation diète qui donne des compléments nutritionnels. On va adapter le traitement pour son diabète. Et en termes d'aspect atypique, on a plusieurs hypothèses. Donc, soit c'est une vascularite, en tout cas cliniquement, soit un pyoderma gangrénosome, soit une maladie des antiphospholipides, soit une angiodermite. Donc, devant ces diagnostics qui sont complètement différents et qui nécessitent une prise en charge complètement différente, on va donc compléter le bilan par un bilan biologique, notamment pour les antiphospholipides, et des biopsies cutanées pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'une vascularite, car le traitement, à ce moment-là, c'est la corticothérapie ou des immunosuppresseurs. Et pour le pyoderma gangrénosome, c'est pareil, le traitement est complètement différent. En fait, on ne va pas trouver les 3 premiers et on s'orientera donc vers une angiodermite qui cliniquement est assez typique. Donc, le traitement de l'angiodermite, c'est calmer la douleur avec une PCA de morphine. Si c'est insuffisant, on fait un bloc poplité. Contenir l'œdème, et donc là, une contorsion inélastique du fait de la douleur. Et depuis l'apparition du Vistacare, c'est une technique très intéressante puisqu'elle va avoir un effet sur la douleur très rapide et permettre de favoriser une détertion rapide et de faire des greffes, puisque le traitement initial de cette pathologie, c'est la greffe de peau en pastille ou en filet. Donc, l'évolution dans la machine, donc le Vistacare, on a mis A3+, à J2, la douleur est passée à 3/10, à J8, on a pu greffer le patient, et avec une thérapie par pression négative pendant 4 jours. Donc, vous voyez, la surface est quand même assez importante. Donc, c'était une greffe de peau qui était un peu longue. On a fait ça à 4 mains. Ensuite, on a mis en place la TPN pendant 4 jours et le résultat final que vous voyez ici. Donc, l'association de ces 2 techniques, le Vistacare nous a permis d'obtenir une détertion, de calmer la douleur très vite et donc de réaliser le recouvrement tissulaire très rapidement. Et ensuite, la TPN pour nous aider à faire tenir cette greffe. Donc, les indications du Vistacare, c'est une plaie qui va nécessiter une détertion. L'angiodermite, c'est un effet antalgique majeur et ça fait la détertion. C'est optimiser le sauvetage de lambeaux et de greffes cutanées qui ont tendance à ne pas prendre. C'est des grandes plaies délabrantes aiguës en attente de chirurgie. C'est les ulcères vasculaires avec retard de cicatrisation. C'est les sections d'amputation. Dans notre pratique, on a fait beaucoup de transméta qui avaient du mal à cicatriser, et ça a très bien marché. Les contre-indications, c'est les patients qui ne peuvent pas rester allongés plus de 16 heures par jour. C'est le refus d'hospitalisation. Et ça nous est arrivé 2-3 fois. Les précautions, c'est prévenir l'escar, prévenir la maladie thromboembolique, puisqu'ils sont quand même alités, et donc on met systématiquement un traitement anticoagulant préventif. Donc, notre réflexion, c'est on a une indication de l'utilisation du Vistacare, on n'a pas de contre-indication, on va donc hospitaliser le patient, on va faire N jours de Vistacare, et là, il y a 3 possibilités. Soit on fait une greffe, soit on fait un lambeau, soit on continue la cicatrisation dirigée. Et donc, dans notre pratique, nous, on a 3 appareils actuellement. On a dû faire une 50aine de patients.
Dans notre pratique, on a à peu près fait les 3, plus la greffe et la cicatrisation dirigée que les lambeaux, mais ça nous est arrivé. Le développement de la technologie, c'est la diffusion de cette technique en France et dans le monde. C'est le développement d'enceintes pour d'autres sites que la jambe, puisqu'aujourd'hui, on ne peut traiter que des jambes. On a beaucoup de plaies qui pourraient être traitées, notamment là, dans ma pratique des sternums, par exemple, mais aussi des plaies post-opératoires. Et c'est sortir de l'hospitalisation, c'est-à-dire soit on peut utiliser actuellement la machine en EHPAD ou dans des soins de suite à partir du moment où il y a le suivi et la formation adaptée. Et puis un jour viendra le traitement à domicile qui est déjà en cours de développement. Donc ça, on pourra en parler tout à l'heure avec les questions si vous voulez. Voilà, moi j'ai fini ma présentation pour l'instant. Et donc après, je ne sais pas si les questions on les fait maintenant ou si on les fera tout à l'heure. C'est Karine. On va peut-être les faire tout à la fin. Tout Parfait. Merci Philippe Léger pour cette présentation. Et on va enchaîner avec la présentation du docteur Hélène Paradis. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, Hélène, c'est parfait, merci. Très bien, bonjour à tous. Et alors, écoutez, donc moi je suis médecin vasculaire à l'hôpital d'Auch et je vous fais part de notre expérience tout à fait modeste de l'utilisation de la WEC-thérapie. Donc, on a eu la chance d'avoir à disposition la machine et 3 caissons pour le tester sur 3 patients. Et donc, je vais vous faire part de ces 3 cas et vous raconter ces 3 petites histoires. Et à la fin, en fait, j'ai recueilli un peu les impressions, à la fois des soignants non habitués et des patients par rapport à cette prise en charge. Alors, je ne reviendrai pas. Ah, ça ne veut pas passer. Voyons. C'est bon? Ça passe. Alors, donc, en fait, les 3 patients que nous avons recrutés pour cette prise en charge, il s'agissait donc de patients présentant un retard de cicatrisation, une ischémie critique, une angiodermite et un retard de cicatrisation sur un prélèvement SAPHEN. Donc, notre premier patient est un patient de 91 ans que nous avons été amenés à voir au centre de cicatrisation pour un ulcère évoluant depuis plus de 6 mois, hyperalgique. Donc, le patient était naïf de tout traitement sur le plan cardiovasculaire, mais était suivi surtout pour une pathologie hépatique avec une cirrhose d'origine exogène et métabolique sur une hémochromatose. C'est un gros tabagique, toujours actif, à plus de 70 paquets années. Et donc, nous avons fait le bilan étiologique, comme Philippe l'a si bien rappelé. Et donc, la première question, y a-t-il une artériopathie? Effectivement, ce patient a une artériopathie bilatérale des membres inférieurs avec un statut d'ischémie critique. Et nous avions découvert des anévrismes poplités bilatéraux complètement thrombosés avec un lit d'aval désertique et donc qui ne pouvait pas bénéficier d'une revascularisation. Donc, la pression d'orteil est à 26 mm de mercure, donc qui confirme bien le statut d'ischémie critique, comme vous savez, inférieur à 30 mm de mercure, avec un IPSO effondré. Donc, patient en ischémie critique, non revascularisable, 91 ans, mais malgré tout, malgré ses douleurs, plutôt en bon état général, autonome à domicile. Nous avions commencé par essayer en cicatrisation dirigée avec vraiment une plaie qui n'évolue pas bien, et donc nous lui avons proposé une prise en charge en hospitalisation. Il a bénéficié donc de 10 jours de WEC-thérapie, plutôt avec le protocole de détertion de A4 croix, et nous lui avons proposé une greffe en pastilles à la fin de la WEC-thérapie, avec, comme vous voyez, quand même un bon résultat sur la réduction de surface, mais surtout, ce qui a été très apprécié, c'est qu'on a eu un pouvoir antalgique très rapide dès la mise dans le caisson. Deuxième patient, un patient 88 ans, on vieillit bien dans le Gers, qui présentait cette angiodermite nécrotique, un patient très difficilement compliant, qui allait à la chasse aux sangliers, c'était d'ailleurs là-bas qu'il s'était blessé, et qui ne respectait pas tout à fait les consignes de base, on va dire.
Donc, cet angiodermite nécrotique, nous lui avions proposé, qui était hyperalgique, comme souvent ces ulcères microcirculatoires, et nous lui avons proposé une première greffe en pastille au mois de janvier. Donc, la première greffe n'avait pas donné, comme vous voyez sur les 2 photos du haut. Vous voyez, la première greffe n'a pas donné, alors même s'il avait un peu amélioré sur le plan de la douleur, mais n'avait pas donné un résultat satisfaisant au niveau de la plaie qui continuait d'évoluer de façon très favorablement. Alors, les facteurs de retard de cicatrisation chez ce patient, c'est un gros vasculaire, porteur d'une cardiopathie ischémique et rythmique, avec une nette altération de la fraction d'éjection. Il est anticoagulé au long cours pour FA. C'est un diabétique non insulino-requérant avec une hémoglobine glyquée plutôt à 8% qu'à 7%. Et on le connaissait pour des troubles trophiques contralatéraux sur une artériopathie distale sévère, et il avait déjà bénéficié d'une amputation de l'hallux droit. Donc, toujours pareil, première question sur le plan étiologique, même si l'aspect clinique était très évocateur d'une angiodermite, nous avons refait le bilan vasculaire qui a montré qu'il n'y avait pas d'atteinte proximale, ni iliaque, ni fémoropoplitée, que les 3 axes de jambes étaient perméables jusqu'au tiers moyen très distal, avec par contre des occlusions très distales des artères jambières, comme souvent chez ces patients diabétiques. La pression d'orteil était plutôt satisfaisante à 62 mm de mercure, avec un IPSO à 0,5, donc qui permettait d'éliminer un statut d'ischémie critique et donc nous orienter vers une angiodermite nécrotique pure qui ne nécessitait pas de geste de revascularisation. Donc, pour essayer aussi de le garder un peu au calme et dans une ambiance plus favorable, nous lui avons proposé l'hospitalisation. Il a bénéficié de 7 jours de WEC thérapie parce que c'était déjà difficile de tenir 7 jours quand même. Et il a bénéficié donc d'une nouvelle greffe en pastille dans la foulée qui, comme vous voyez donc sur les 2 photos du bas, a montré un beau résultat. Et la cicatrisation, là, on est maintenant à plus de 1 mois de cette prise en charge et en phase d'éperdimisation terminale. Et donc, pareil, le patient, malgré tout, malgré ses difficultés de compliance, a bien apprécié surtout l'amélioration sur le plan de la douleur. Enfin, notre dernier patient plus récent, donc là, il s'agit d'un patient plus jeune, mais malheureusement porteur de comorbidités très sévères, qui venait de bénéficier d'un pontage aortocoronarien avec des complications opératoires et en particulier de grosses complications au niveau du prélèvement saphène qui a été réalisé au niveau du membre inférieur droit, qui avait déjà nécessité une reprise pour parage et sepsis au CHU Rangueil où il était hospitalisé. Il avait déjà eu une tentative de thérapie par pression négative qui avait été arrêtée en raison du saignement puisqu'il était sous anticoagulant plus la double antiagrégation post-revascularisation coronarienne. Et il avait déjà eu une antibiothérapie à large spectre pour couvrir et les grammes plus et les grammes moins. Ce patient, il a donc, comme je vous disais, de grosses comorbidités et ses antécédents, donc bien sûr sa cardiopathie ischémique avec une fraction d'éjection très, très basse, mais surtout, il a un diabète insulino-requérant multicompliqué avec une atteinte microangiopathique type neuropathie, rétinopathie déjà sévère. Et en plus, il est suivi depuis quelques années pour une sclérose en plaques très évolutive avec des poussées très régulières sous rituximab, donc avec ce traitement immunosuppresseur qui, en plus, évidemment, a favorisé ces problèmes infectieux. Donc, quand il est arrivé, malheureusement, je n'avais pas la photographie initiale, mais par rapport à la photo du haut, il avait vraiment un prélèvement saphène qui était fibrino-nécrotique, qui était très douloureux avec des détertions très compliquées, avec cette atteinte neurogène sensitive à la fois due à sa neuropathie diabétique, mais à la fois aussi à sa sclérose en plaques, qui rendait vraiment les choses très compliquées. Et donc, on l'a mis dans le caisson pendant 7 jours. Ensuite, je lui ai fait une greffe en pastille et avec une pose de TPN. Et comme vous voyez donc sur la photo du bas, qui est la dernière actuelle, on a une bonne amorce d'épidermisation, même s'il reste encore une zone un petit peu à détercer au tiers inférieur de jambe. On a arrêté la WEC thérapie parce qu'en fait, on avait quand même des gros problèmes par rapport à sa CEP où il nécessitait de nouveau de faire du kiné de façon intensive. Sinon, il allait perdre vraiment le bénéfice au niveau des membres inférieurs en restant trop longtemps allongé quand même dans le caisson. Mais c'est à discuter aussi. Hein. Peut-être qu'on aurait pu peut-être adapter de façon différente. Donc voilà nos 3 premières expériences qui ont été vraiment franchement favorables. Et donc, je me suis permis d'interviewer un peu nos 3 patients sur comment ils avaient vécu cette expérience. Alors, la première chose qui ressort, c'est qu'effectivement, sur le caractère antalgique, on avait quand même une efficacité très rapide et très satisfaisante.
qu'ils ont bien aimé le fait qu'on puisse voir la plaie. Et surtout, ce qui est revenu, surtout chez 2 d'entre eux, c'est que d'avoir la plaie à l'air, comme vous savez, on entend souvent ça chez nos patients, qu'ils aimeraient bien pouvoir laisser leur plaie à l'air, alors qu'on leur explique qu'il faut vraiment le milieu clos et humide. Là, finalement, cette plaie à l'air, ils trouvaient ça fort sympathique. Ils ont trouvé le caisson plutôt confortable, ce n'est pas bruyant, en particulier la nuit. Alors, ce qui, par contre, les a un petit peu gênés, c'est qu'il faut vraiment faire attention, et on y reviendra, à la bonne installation du membre, surtout chez ces patients âgés, et où effectivement les cales permettent d'aider, mais souvent ils bougent un petit peu, donc il faut quand même repositionner les cales et vraiment les éduquer un peu à cette prise en charge. Ils l'ont bien sûr trouvé quand même un peu contraignant, 16 heures par jour dans le caisson. Bien sûr, pour l'instant, c'est en hospitalisation conventionnelle, avec les contraintes que ça peut avoir. Nous, on a eu la chance de pouvoir garder un lit pour essayer cette technique, mais c'est sûr que ça peut poser problème aussi par ailleurs au niveau hospitalier. L'immobilisation prolongée a parfois été un petit peu difficile et certains ont signalé des petites sensations de tiraillement cutané. Alors, est-ce que ça dépendait peut-être du protocole? Pareil, peut-être à discuter. Et enfin, donc, le point de vue du soignant, donc en sachant que les soignants en question, ce ne sont pas les soignants qui travaillent au centre de cicatrisation avec moi, ce sont les soignants qui sont dans le service d'hospitalisation. Donc, l'équipe de VistaCare était venue les former. Mais donc, voilà, ce sont des gens qui sont quand même un peu moins aguerris à la cicatrisation de façon générale. Donc, qu'est-ce qui leur a plu? C'est que d'abord, une nouvelle technique, ça plaît toujours, parce qu'en plus, le principe est séduisant. Comme Philippe vous l'a expliqué, le degré d'hygrométrie, le taux d'oxygène, la température. Enfin, c'est vrai que ce sont des variables qu'on modifie et qui sont intéressantes sur les principes de cicatrisation. Donc, évidemment, sur le temps soignant, ils ont trouvé ça confortable parce qu'il n'avait juste que la douche à donner au patient en nettoyage de la plaie. Et il n'y avait pas de réflexion de pansement, en dehors évidemment d'une protection, mais avec un pansement, on va dire, de confort lors des sorties du caisson pour que le patient aille marcher. Alors, bien sûr qu'ils ont constaté que la détertion était largement facilitée. Aussi, l'amélioration des douleurs et la gestion de l'exsudat aussi fait partie des choses qui étaient intéressantes. La surveillance visuelle à travers la petite vitre du caisson aussi est très intéressante. Et ils ont trouvé que c'était finalement très simple dans le fonctionnement et dans la mise en route. Et même pour les soignants qui étaient non formés, qui assuraient par exemple les week-ends et qui étaient amenés du coup à pouvoir quand même installer le patient dans le caisson et parfois réinstaurer le protocole si besoin. Donc, c'est vrai, un mode de fonctionnement simple et un apprentissage des soignants relativement aisé. Et donc, pour nos soignants, alors au début, je ne sais pas si Philippe, qui a beaucoup plus d'expérience, dira la même chose. On a eu, nous, l'impression que la plaie se dégradait. Donc, dans cette phase un peu détersivo-inflammatoire, où on était à A3, 4+, ou à 3+, B+, on avait l'impression qu'effectivement, il y avait une espèce de petit enduit, là, un peu rose-rouge, et on se disait, tiens, c'est curieux. Et en fait, finalement, après détertion qui se faisait très aisément, c'était une fausse impression. Et par contre, effectivement, alerter sur quand même l'installation du patient, en particulier, donc nous, on a eu un patient très âgé, comme vous avez vu, de 91 ans, un peu dénutri, et donc il y a vite quand même des petits points d'appui, donc il faut être très, très vigilant sur l'installation du patient. Voilà ce que je voulais vous dire sur notre toute petite expérience, mais qui a été plutôt positive et évidemment qu'on espère qu'on pourra continuer de bénéficier de cette technique et on sollicite pour ça effectivement notre administration hospitalière pour voir comment on pourra continuer ce travail. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via le chat auquel on répondra à la fin des présentations. Et je laisse poursuivre la présentation du VistaCare par Émilie Duval, qui va vous parler du rôle infirmier. Bonjour. Alors, je vais déjà vous partager mon écran. Alors, ça fonctionne? Oui, parfait. Merci, Émilie. Parfait, très bien. Donc, moi, je me présente, je suis Émilie Duval. Donc, je suis infirmière formatrice et support clinique chez VistaCare et je vais vous parler aujourd'hui de la pratique infirmière dans la gestion de VistaCare, donc plutôt l'utilisation quotidienne par les infirmiers
Et c'est notamment inspiré du retour d'expérience d'une infirmière de la clinique Pasteur, Madame Perrine Valette, qui avait déjà pu faire une présentation de VistaCare. Donc, du coup, le VistaCare, alors je vais essayer de peut-être passer un peu plus rapidement sur certaines slides pour pas qu'il y ait trop de redondance. Donc, c'est un dispositif électromédical qui va favoriser la cicatrisation des plaies des membres inférieurs, qui est composé de 2 éléments. Donc, le premier élément qui est le générateur, donc qui va permettre de délivrer l'air contrôlé en hygrométrie, en température et en oxygène. C'est un générateur qui est multipatient. Donc, pour le nettoyage extérieur, les infirmiers pourront faire ça avec des lingettes et du désinfectant de type Surfanios. Pour le nettoyage intérieur du générateur, il sera automatique lors de la mise en route du dispositif. Il faudra bien veiller à ce qu'il y ait de l'eau pour préparation injectable qui soit branchée au générateur lorsqu'on l'allume, parce qu'il va se mettre donc en nettoyage automatique. Et il faudra également mettre un récipient sous le générateur parce qu'il va faire une purge au moment de la mise en route. Ensuite, l'enceinte, elle est monopatient, donc elle va pouvoir être utilisée pendant 15 jours. Elle est en polypropylène, un isolant qui est très isolant thermiquement. Elle va s'ouvrir en 2 parties. Et puis, je vous ai fait un focus sur l'étiquette qui est derrière l'enceinte, parce que quand on va remplir les paramètres au début dans le générateur, il faudra renseigner le numéro de série, donc qui est encadré en rouge. C'est ce qui va permettre au générateur de reconnaître l'enceinte pour qu'elle puisse fonctionner pendant 15 jours. Dans le carton que les infirmiers vont avoir, qui contient donc l'enceinte à usage unique, il y aura également des coussins de positionnement, des filtres antibactériens au nombre de 30 parce qu'ils sont à changer tous les jours, et des jupes d'étanchéité qui permettent de faire l'étanchéité entre l'enceinte et le membre du patient. Il y aura également des housses de protection qui permettent de protéger les tuyaux qui relient l'enceinte au générateur. Donc, les indications, on les a vues, hein, ça peut être utilisé pour les plaies chroniques, donc notamment les plaies qui sont en échec thérapeutique depuis plusieurs mois, voire parfois plusieurs années, également les plaies aiguës, et puis on pourra agir sur les 3 stades de la cicatrisation, le stade vasculaire inflammatoire, le stade de bourgeonnement et le stade d'épithélialisation. Donc, au niveau de l'admission du patient lors d'une prise en charge pour VistaCare, ça va être important d'anticiper sa prise en charge. Alors, le générateur, lui, est déjà présent dans l'établissement, mais les enceintes, il faudra vérifier le stock pour être, si jamais il y a besoin de commander une enceinte, il faudra donc anticiper avant l'hospitalisation du patient. Il faudra, comme on l'a vu, donc prévoir une hospitalisation de 10 à 15 jours, généralement, en fonction de ce qui a été recommandé par le médecin. Et ce sera également important en amont d'obtenir l'adhésion du patient, c'est-à-dire qu'il faudra expliquer au patient le fonctionnement du dispositif et notamment ce qu'on a évoqué, le fait qu'il va falloir rester à l'intérieur de l'enceinte pendant 16 heures par jour, que donc le patient va se retrouver allongé ou assis parce qu'on peut installer l'enceinte au fauteuil. Et ça, c'est très important que le patient en soit avisé dès le début, tout comme de l'hospitalisation qui durera 10 à 15 jours pour ne pas se retrouver en échec et que le patient souhaite sortir au bout de 2 jours d'hospitalisation. Il faudra également veiller à faire en amont une formation du personnel qui va utiliser le dispositif. Dans l'installation de la chambre, donc le dispositif, au premier abord, le générateur, il peut paraître imposant, mais tout est une question d'organisation. Donc, ce qui est important, c'est d'organiser son espace. On conseille de préparer la chambre avant même l'arrivée du patient. Donc là, on voit une possibilité, mais chacun adapte à ses chambres et à son service. L'idée est de pouvoir installer le générateur au pied du lit, de façon à ce que les tuyaux entre l'enceinte et le générateur soient dans l'alignement. On pourra également préparer avant l'arrivée du patient le branchement de l'eau PPI avec un perfuseur en veillant bien sûr à ce que le robinet soit ouvert. Et puis, on pourra déjà connecter l'oxygène, donc en le connectant d'abord au générateur, puis à la prise murale. Enfin, dans la chambre, on conseille également de préparer un plateau infirmier avec des gants,
de l'eau pour préparation injectable, des compresses et puis un système de fixation, donc des bandes ou du Tubifast ou un adhésif. C'est de façon à pouvoir faire un pansement d'appoint pour garder la plaie en milieu humide lorsque le patient va être amené à sortir de l'enceinte, donc soit pour descendre à la cafétéria, pour aller passer une radio ou pour simplement aller aux toilettes. Et puis de prévoir également des alaises de type Absorbex pour protéger l'enceinte des éventuels exudats et les filtres qui seront à changer de façon quotidienne. En ce qui concerne la mise en place, donc quand votre patient va arriver dans le service, le générateur sera déjà dans la chambre raccordé à l'eau pour préparation injectable. Donc j'en profite tout de suite pour le signaler, c'est vraiment important. Il faut uniquement utiliser de l'eau pour préparation injectable parce que vous vous doutez bien que si on commence à connecter du G5 sur ce générateur, cela va entraîner de gros problèmes. Donc, le générateur sera déjà également connecté au niveau de l'oxygène. On conseille d'allumer la machine avant de commencer à installer le patient parce que, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la machine va faire un nettoyage automatique qui prend environ 10 minutes. Donc, pendant qu'elle fait son nettoyage, on installe tranquillement le patient. Donc, on va d'abord ouvrir l'enceinte en 2 parties. Dans la partie inférieure, on va placer une alaise dans le fond pour pouvoir protéger des éventuels exudats qui vont couler. Il faudra vraiment veiller. Donc, on a une petite gouttière tout autour de l'enceinte. C'est par ici que se fait la circulation d'air. Donc, si on place l'alaise, si l'alaise vient obstruer cette circulation, forcément, l'air ne va pas pouvoir circuler correctement et cela pourrait entraîner des dysfonctionnements. Donc, il faudra être très vigilant là-dessus. Ensuite, on va placer le membre du patient en utilisant les coussins de décharge. Alors, on peut utiliser les coussins qui sont fournis avec l'enceinte. Bien sûr, si dans le service, il existe d'autres systèmes de décharge qui seront plus adaptés à la localisation de la plaie ou au patient, il n'y a aucun souci pour les utiliser. Quand on place le membre du patient, il faut également faire attention à ce que le pied ne vienne pas toucher le fond de l'enceinte parce que c'est par ici que l'air qui est contrôlé en humidité, en oxygène et en température va arriver. Et donc, si le pied vient boucher cet endroit, forcément, l'air ne pourra pas circuler correctement. Une fois que cela est réalisé, on va refermer l'enceinte. On va simplement avoir besoin d'entendre un petit clip. Et puis, on va mettre en place ce qu'on appelle la jupe d'étanchéité. Donc, il y a un lien qui est élastique sur l'enceinte qui va être mis en place et puis un lien noué au niveau du membre du patient. Là, il faudra faire bien sûr attention à ne pas trop serrer et à ce que ça ne fasse pas garrot. Ensuite, il y a les filtres antibactériens dont je vous ai parlé qui sont connectés sur l'enceinte. L'installation, elle est terminée. On peut maintenant relier les tuyaux jusqu'au générateur. Les tuyaux ne peuvent se mettre que dans un sens, donc il n'y a pas de risque de se tromper. Et puis ensuite, le médecin pourra mettre en route la programmation du traitement qu'il a choisi. Donc, les interfaces graphiques qu'on va retrouver sur le dispositif, c'est simple d'utilisation et assez intuitif. Dans un premier temps, on va renseigner les informations du patient, donc son nom, son prénom, sa date de naissance. En ce qui concerne le numéro de sécurité sociale ou le numéro d'enregistrement de l'hôpital, on peut simplement mettre une lettre, on n'est pas obligé de remplir ces informations. Par contre, il faudra à tout prix renseigner le numéro de coque, c'est la petite étiquette qui se trouve au dos de l'enceinte que je vous ai montré au début, parce que c'est ce qui va permettre au générateur de reconnaître l'enceinte et donc de pouvoir lancer la thérapie. L'écran traitement ensuite, donc A4+, A3+, B+, tout ça, ça sera en fonction de ce que le médecin aura prescrit, en fonction de son objectif. Est-ce qu'il va chercher à vouloir faire plus de la détertion ou plus du bourgeonnement? Donc là, on pourra sélectionner, le médecin pourra sélectionner le traitement qui est choisi. Chaque écran est protégé par des mots de passe, un mot de passe pour l'infirmière, un mot de passe pour le médecin. Une fois que le traitement est sélectionné, on va arriver sur un écran de veille, d'affichage qui va pouvoir renseigner sur les données en temps réel dans l'enceinte, donc le pourcentage d'hygrométrie, le taux d'oxygène et la température. En ce qui concerne les infirmiers, lorsqu'ils vont vouloir réaliser des soins, même les aides-soignants, si le patient a besoin d'aller, par exemple, aux toilettes, il y a
donc cette petite touche soin. Lorsqu'on va appuyer dessus, le système va automatiquement se mettre en pause. Donc, le patient va pouvoir soit aller passer sa radio, prendre sa douche ou aller faire son petit tour à la cafétéria. Et une fois qu'il aura été réinstallé dans l'enceinte, on pourra remettre en route le traitement en sélectionnant ce qui a été fait. Donc, soit une action avec l'ouverture de la coque, une action sans ouverture de coque, voire une action avec le changement de coque. Quand on va sélectionner, le générateur va vous proposer il va vous demander de faire des surveillances, donc notamment que l'enceinte est bien refermée, que les filtres, les tuyaux, que tout est bien en place. Une fois que vous aurez validé ces surveillances, le traitement, la thérapie pourra reprendre. Donc, au niveau de la surveillance du générateur, dans ce qui est surveillance quotidienne, donc on changera forcément la lèse qui est au fond de l'enceinte dès qu'elle est souillée. Les filtres, le flacon d'eau pour préparation injectable ainsi que la tubulure devront être changés de façon quotidienne. La désinfection du caisson, que ce soit externe ou interne, elle pourra être réalisée si besoin, si le caisson est souillé. Dans certains services, alors ça dépend de chaque service, ils procèdent à des désinfections internes de façon journalière en même temps que le nettoyage de la plaie. On surveillera donc les branchements, l'intégrité des différents éléments, le bon positionnement de la jupe, donc veiller à ce qu'il n'y ait pas d'effet garrot et à ce qu'il n'y ait pas de fuite au niveau de la jupe. On pourra être amené à surveiller les éventuelles alertes. Donc, si une alerte se présente, vous allez avoir une petite cloche qui va apparaître en haut à droite. Il y a deux niveaux d'alerte. Les alertes qui sont comme ici, jaune, orangé. Donc là, dans ce cas-là, le générateur continue à fonctionner. Il n'y a pas d'alarme. Et puis, il peut y avoir les alertes rouges. Dans ce cas-là, il y aura un signal sonore. La cloche est rouge. Et puis, le générateur, dans ce cas-là, va s'arrêter. Il faudra pouvoir identifier le problème avant de relancer. Quand l'alarme se met en route, donc tout est indiqué, c'est assez intuitif. Donc, vous appuyez sur la petite cloche et vous suivez les instructions. Il y a un premier écran qui va s'afficher, qui va indiquer quel est le problème, quelle est l'alerte. Donc, par exemple, celle qu'on peut retrouver souvent, c'est l'alerte d'humidité seuil bas. Donc, on passe sur l'écran numéro 2 et puis on va vous proposer des vérifications à faire. Vérifier la poche d'eau et sa connexion, vérifier la fermeture de la coque et vérifier la connexion des tuyaux, du filtre et de la jupe. C'est celle qu'on peut être amené à retrouver parce que la poche d'eau qui est à changer tous les jours, on va avoir tendance à vouloir fermer le robinet de la tubulure. On change la poche et puis il suffit d'oublier de rouvrir le robinet. L'eau n'arrive pas, forcément le taux d'hygrométrie ne peut pas être idéal et la machine signale un problème avec une humidité de seuil bas. Une fois qu'on a fait les vérifications qui sont renseignées par l'interface, on valide et puis le générateur se remet en route. Au niveau de la surveillance du patient, elle va être très simplifiée, assez classique. Donc, généralement, le rythme, c'est 3 fois par jour sur chaque équipe. On va vérifier donc la tolérance du patient, on va pouvoir noter son ressenti, ses éventuelles impressions. On fera une surveillance de la douleur en fonction de l'échelle qui est utilisée dans le service ou en fonction du patient. Et puis, bien sûr, on fera ce qui a été indiqué à plusieurs reprises avant, une surveillance par rapport au risque d'escarre, donc notamment une surveillance des points d'appui. En ce qui concerne la plaie en elle-même, donc les soins vont vraiment être très simplifiés, étant donné qu'on va avoir une détertion qui va vraiment être facilitée. Le nettoyage va être quotidien, donc la plaie va être nettoyée avec de l'eau et du savon doux sous la douche. Alors, bien que la détertion soit fortement facilitée par la thérapie, bien sûr, cela n'empêche pas de poursuivre la détertion manuelle s'il y a besoin pour pouvoir retirer les différents tissus qui sont dévitalisés. Ensuite, on conseille également de faire des mesures et des photos quotidiennes de la plaie et de renseigner la fiche pansement avec le triangle d'évaluation, donc en prenant en compte la peau périlésionnelle, les berges, l'aspect du lit de la plaie et les exudats. Et remplir ce dossier clinique permettra également dans les nouveaux centres utilisateurs d'appuyer à un dossier de référencement en montrant l'évolution justement favorable de la plaie au cours de la thérapie.
Et puis, bien sûr, il y a la surveillance qui va être facilitée grâce au hublot. Donc ça va également pouvoir permettre de faire gagner du temps parce qu'il n'y a plus ce problème de dépendance entre le médecin ou l'infirmier, où l'infirmier doit être disponible pour pouvoir ouvrir le pansement, ensuite refermer le pansement lorsque le médecin va passer dans le service. Là, le médecin peut passer à tout moment et puis surveiller la plaie via le hublot. Et enfin, je vais vous faire un retour d'utilisation, donc notamment par rapport à la clinique Pasteur, les différents éléments qui ont pu revenir. Donc, l'éventuel frein pour les soignants, au départ, ça va forcément être une méconnaissance du dispositif, une appréhension des alertes. C'est assez naturel. On a tendance à avoir un petit peu peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc là, bien sûr, tout cela peut être réglé par une formation en amont des soignants. Et puis, il y a également des fiches d'utilisation simplifiées. On conseille d'en laisser une dans la chambre et puis une dans le poste de soins. Elle va renseigner sur l'installation du patient, une sorte de pas à pas, et puis également sur les différentes alertes qui peuvent être rencontrées. Pour ce qui est la peur par rapport à l'organisation, la perte de temps, forcément préparer la chambre en amont, cela permettra de faire gagner du temps. Et puis, comme il n'y aura pas de réfection de pansement, par exemple, si on compare à la TPN notamment, là, le patient va aller sous la douche, on va faire la détertion manuelle, le réinstaller dans l'enceinte. Donc, finalement, il va y avoir un gain de temps pour les soignants avec également une évaluation de la plaie qui va être simplifiée via le hublot. Le risque d'escarre, toujours, on en a parlé, donc ça, je le répète, hein, il y a des petits coussins qui sont livrés avec le dispositif, mais rien n'empêche d'utiliser d'autres systèmes qui pourraient être présents dans le service de façon à vraiment adapter aux patients et à la localisation de la plaie. Le frein pour le patient, ça peut être une crainte de l'immobilisation. Donc, le patient, il va pouvoir néanmoins sortir, déambuler, aller aux toilettes. Et puis, l'enceinte peut également être installée au fauteuil. Je reviens du coup, le patient n'est pas obligé de rester dans le lit pendant les 16 heures. On peut l'installer au fauteuil avec la jambe, le membre inférieur dans l'enceinte. Concernant la crainte du dispositif, le patient il peut être un petit peu anxieux au début parce que le dispositif est volumineux, il peut avoir peur de ne pas dormir ou le bruit éventuellement de la machine. Donc là, il y a un petit livret patient qui vulgarise un petit peu le fonctionnement du dispositif pour que le patient, la famille puisse comprendre le fonctionnement et donc également l'information du patient en amont. Et l'autre frein, donc on en a parlé également, ça peut être l'hospitalisation. Donc là, dans le recrutement du patient éligible, au début, c'est vraiment un élément qui est à prendre en compte. Bien sûr, il faut que le patient soit d'accord pour être hospitalisé pendant 10-15 jours en fonction de ce qui aura été recommandé par le médecin. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je vais pouvoir vous rendre la main si vous avez des questions. Merci beaucoup, Émilie. Merci à tous les trois pour ces interventions claires, précises et très riches. On a des questions, effectivement. Alors, je vais commencer par des questions. Alors, il y a une question sur le timing, le temps durant lequel le patient reste alité. François Dufay nous dit qu'on parle de 18 heures, en fait c'est 16 heures alité. Sur une photo, on voit le patient assis au fauteuil. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire 8 heures alité, 8 heures au fauteuil et 8 heures en déplacement, ce qui reviendrait à la vie normale d'une personne âgée? Oui, on fait souvent ça, oui, puisqu'on peut mettre le caisson sur une chaise. Et donc, le patient passe du lit au fauteuil. Et après, on le réinstalle dans le lit. Donc oui, ça pose pas de problème. On est même en train de tester l'utilisation de cet appareil sur 8 heures en hôpital de jour pour voir si la fonctionnalité, enfin, comment dirais-je, le bénéfice obtenu est le même. Donc oui, on fait ça fréquemment. Merci. Et ensuite, une fois que les 16 heures de traitement ont été effectuées, est-ce que la plaie reste à l'air? Mais là, en fait, on fait un pansement quand le patient se lève,
va se promener ou qui fait la kiné ou qui va se promener avec sa famille, il y a, comme l'a dit Hélène, c'est un pansement assez simple avec du gras ou un pansement absorbant si ça coule, mais assez simple puisqu'on ne refait pas tout le pansement traditionnel que l'on ferait habituellement. Et on nous demande s'il y a une étude économique comparative qui a été faite entre le système VistaCare versus un traitement antalgique et cicatrisation dirigée. Pour l'instant, non. Il y a une étude d'efficacité qui est en voie de publication. Et après, la diffusion de l'outil, je dirais, permettra la réalisation d'études plus importantes. Mais à ma connaissance, alors peut-être que si certains en savent plus, moi, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études médico-économiques pour l'instant. D'accord. Merci. Et pour terminer, est-ce que le dispositif est réutilisable entre chaque patient une fois qu'il a été désinfecté? C'est-à-dire L'enceinte, les coussins, les tuyauteries, est-ce que c'est alors, l'enceinte, c'est une par générateur? personne et ça dure 15 jours. Et après, donc nous, on a 3 ou 4 enceintes, donc c'est on la reçoit dans une boîte en carton. On a 3 ou 4 enceintes en attente. Et ensuite, la machine, donc comme ça a été dit, elle est auto-nettoyée à l'intérieur et à l'extérieur, on utilise le produit habituel pour nettoyer un appareil d'écho ou les chambres des patients. D'accord. Et la durée de traitement, la durée du protocole? Alors ça, elle est variable en fonction des gens et de ce qu'on veut obtenir. Si on va dire que globalement, c'est 12-15 jours maximum. Ça fait maximum. Ça peut être plus, mais ça peut être moins. Donc, le but pour nous, c'est d'obtenir un tissu de granulation suffisant pour pouvoir les greffer. Et donc, ça va plus vite que si on attend, bien sûr, l'épidermisation de la plaie. Donc, on fait à peu près entre 10 et vraiment maximum. Il nous est arrivé de faire 15 jours, mais c'est 10 jours, c'est notre moyenne. D'accord. Et une dernière question sur le bruit, notamment la nuit, mais je crois qu'Hélène avait déjà répondu à cette question lors de sa présentation. Mais on nous repose la question au niveau du bruit. Oui, ça fait beaucoup moins de bruit qu'un vac, par exemple. Ça fait peu de bruit, ça ne dérange pas. Le bruit ne les dérange pas. On n'a pas besoin de fournir du matériel pour les oreilles. Très bien. Alors moi, j'ai pas une question, mais une information. On a parlé des gens, notamment mon cas clinique, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas dormir, il dormait au fauteuil. Or, on l'a mis allongé. Donc ça, c'est assez intéressant parce que d'abord, on joue avec le positionnement du lit. Au lieu de mettre un lit à plat, on le met comme ça. Et donc, ça leur permet d'avoir quand même un effet déclive, donc notamment initialement. Et souvent, au bout de 2-3 jours, ils arrivent à remettre le lit à plat. Ensuite, bien sûr, on adapte les antalgiques au maximum et ça a vraiment un effet antalgique rapide, ce qui nous permet de les allonger. Après, on a eu des gens qui n'ont pas tenu au départ les 16 heures, mais comme au bout de 48 heures, la douleur avait diminué, ben, là, ils ont pu les tenir et donc le bénéfice est quand même survenu. Et je crois qu'il y avait une question aussi, peut-on regreffer, peut-on l'utiliser après la greffe? Ça nous est arrivé souvent. Soit de faire une greffe, ça ne marche pas, et de réutiliser le VistaCare et enfin, ça ne marche pas. Ça a réduit la surface, mais il reste des choses. Et je pense notamment à un patient paraplégique qui avait des plaies depuis 5 ou 6 ans, des deux côtés. Une première séance nous a permis de fermer un côté. Ensuite, il a fallu une deuxième séance pour fermer de l'autre côté. Après, il a fait une escarre du talon qu'il a réussi à fermer avec le VistaCare et la greffe. Et ça nous arrive donc, une fois greffé, de le remettre. Donc lui, par exemple, parce qu'il ne supportait pas, il y avait une macération avec la TPN. Donc, une fois greffé, de le remettre dans le caisson pour favoriser la prise de greffe. Donc, c'est quand même
un outil dans notre pratique qui est assez récent. Donc, on cherche un peu, on tâtonne aussi un peu encore dans la meilleure utilisation possible de cet appareillage qui nous paraît quand même rendre des services intéressants. Bien entendu, comme ça a été dit par Hélène, ça bloque un lit, mais le service rendu est important. Donc, des fois, il faut savoir, quand je me souviens au départ, la TPN, c'était pareil, c'était en hospitalisation avec des instruments énormes qui faisaient un bruit pas possible au bord du lit du malade. Et maintenant, c'est à la maison et c'est devenu minuscule. Donc, probablement, la suite logique, c'est un développement de ce type dans les années à venir. Et donc, on a hâte de pouvoir faire bénéficier à plus de patients parce que des lits à la maison, il y en a plus qu'à l'hôpital. C'est clair. Il faudra une prise en charge derrière. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et justement, est-ce que c'est prévu que ça soit faisable en HAD? Oui. Il est prévu de… en fait, aujourd'hui, ce n'est pas faisable à domicile pour si quelqu'un de chez Vistacare veut répondre à cette question, mais pour des raisons techniques, c'est faisable en EHPAD. Je crois que c'est une question de pression, enfin, je ne me souviens plus très bien. C'est faisable en EHPAD ou dans les structures comme les SSR. Mais par contre, après, il y a une machine qui va se développer, qui s'appelle Nomade, et qui sera utilisable à la maison. Et là, après, soit un remboursement, et là, c'est donc n'importe qui pourra l'utiliser, soit il n'y a pas de remboursement, et ce sera les HAD qui l'utiliseront comme on utilise la TPN. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si on m'entend. On t'entend, Henri, on t'entend. Donc, bonjour à tout le monde. J'ai ici notre président directeur général et le directeur général, et je pense qu'ils peuvent donner quelques éclaircies par rapport au futur du Vistacare. Donc, je leur laisse toute la latitude pour répondre à cette question-là. Merci. Merci. Alors, je vais prendre la parole. Je vais prendre la parole. Si tout le monde m'entend? Oui. Voilà, je suis François, le président. François Dufay, le président. Pour répondre à la question de la machine à domicile, effectivement, tu as raison, Philippe. En fait, aujourd'hui, on ne veut pas être à domicile pour des raisons réglementaires, tout simplement à cause des problèmes de sécurité électrique. Mais par contre, on peut aller dans tout ce qui est établissement de santé, puisqu'on a adapté des machines pour pouvoir avoir des machines dans des établissements de santé qui n'ont pas forcément l'oxygène au bandeau du lit avec des concentrateurs. Donc, c'est tout à fait possible, mais à partir du moment où c'est un établissement de santé. Voilà la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, l'appareil à domicile qui sera avec des enceintes multisites, c'est-à-dire que quand tu parles de sternum, quand tu parles de choses comme ça, y compris des moufles pour la main, c'est-à-dire que les plaies de la main aussi, c'est un gros problème, surtout en brûlé et autres, on aura cette machine qui arrivera sur l'Europe fin 2025, début 2026. Voilà, donc c'est pour demain d'avoir cette machine à domicile. Très bien. Merci beaucoup pour votre précision. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais juste terminer en vous parlant juste une minute de l'activité et l'actualité de Domsica. Et donc, pour vous dire que les inscriptions sont ouvertes pour les JDC, donc les prochaines journées Domsica, qui est le congrès de cicatriation qui se déroule à Toulouse, qui aura lieu le 30 novembre et le 1er décembre de cette année. Donc, les inscriptions sont ouvertes sur notre site avec un très joli programme et de nouveaux ateliers. Donc, on aura plaisir à vous retrouver en fin d'année. Donc, inscrivez-vous. Merci à tous, merci à nos 3 intervenants, merci au groupe Vistacare d'avoir permis ce webinaire et merci à tous nos participants. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.